comment négocier avec les contraintes sociétales pour pacifier son existence sans devenir un ou une ermite. C'est la question que nous allons explorer en compagnie de Sandra Garnier, qui se définit comme un coach narratif. Power Flowers. Vous avez envie de vibrer la fréquence du cœur? Vous êtes prête à embrasser vos singularités et emmener votre vie vers un autre niveau de présence pour contribuer à un monde de sens et d'amour? Power Flowers vous procure la dose d'inspiration dont vous avez besoin. Je suis Patricia Mignonne, je suis coach et à ce jour, j'ai contribué à la guérison de près de 100 familles. Je vous aide à comprendre votre charge mentale et à rompre avec les héritages toxiques pour restaurer la confiance, la communication, l'amour et la contribution au sein des espaces les plus intimes qui soient, vous-même et votre famille. Vous n'allez pas seulement découvrir les secrets de femmes qui ont guéri leur famille et leur couple. Vous entendrez aussi des témoignages de personnes qui rompent avec les valeurs d'une culture qui mène à la dérive. Des personnes qui désobéissent, qui s'écoutent, se réinventent et créent un nouveau paradigme. Ce podcast est rendu possible par Madame Charge Mentale, la plateforme que j'ai lancée pour permettre aux femmes de regagner leur souveraineté et réaliser leurs aspirations sans retenue et sans léser personne. Avec Madame Charge Mentale, on s'émancipe en émancipant sa famille. On restaure les liens en destituant les biens. En restaurant l'amour, on fait reculer le chaos. Si cette vision vous inspire, rendez-vous sur madamechargementale.com. Dans l'épisode précédent, Delphine Sandra nous a parlé de l'importance de gérer son temps pour se réserver du temps de qualité pour l'essentiel, être ensemble. Aujourd'hui, Sandra Garnier nous propose des pistes pour permettre à chacun d'exercer son libre arbitre et vivre selon ses valeurs sans s'isoler. Allons-y, je vous souhaite une bonne écoute. Sandra, j'ai voulu t'interroger parce que on partage les mêmes valeurs sur la question de la souveraineté, de l'émancipation notamment. Il y a aussi la question de la charge mentale qui intervient dans ton univers de réflexion. Donc, je vais te demander de te présenter sommairement. Donc, je m'appelle Sandra Garnier. Je suis la fondatrice de Saga, une contraction de mon nom, mais un mot qui est lourd de sens aussi pour moi. Je suis coach spécialisée en pratique narrative. Et si je dois résumer mon credo assez rapidement, je dirais qu'en fait, moi, ce que j'aime en particulier, c'est les singularités chez les gens. Et je les aide à les explorer pour qu'ils puissent mettre toutes ces ressources qu'ils ont au fond d'eux au service de leur projet, qui connectent avec cette zone à partir de laquelle on donne le meilleur de nous-mêmes. Je travaille aussi bien avec des entrepreneurs que des actifs et pas mal en entreprise aussi sur les liens du collectif. Tu viens de prononcer ce dernier mot qui assure la jonction avec la dimension individuelle qui semblait dominer au départ. Et il est vrai que le monde du développement personnel, depuis les années 70, nous a encouragés à nous replier sur nous-mêmes et à aborder tout ce qui nous arrive à partir de la dimension psychologique principalement. Et toi, tu ouvres la perspective plutôt. Je n'oppose pas individuel au collectif ou singularité, parce que j'aime bien ce mot au collectif. Je pense que prendre appui sur singularité, les explorer et les connaître, c'est aussi une façon de se mettre au mieux au service du collectif de façon juste et pertinente. Donc c'est en ça que je trouve que les deux s'emboîtent bien et que le collectif au final c'est un tissage de singularité. Et mieux on est dans le collectif, plus le collectif est attrayant, clair, respectueux, plus on a envie de donner nos meilleurs ingrédients, ce qu'on a de mieux en nous, pour continuer à le bâtir, ce collectif. Donc c'est en ça que je vois que les deux s'imbriquent pour moi. Oui. Tu as donc été au départ salarié ou tu as travaillé dans des grandes entreprises. Oui. Et qu'est-ce qui a motivé le fait que tu prennes une autre direction, que tu deviennes indépendante et que tu proposes quelque chose de particulier? Je l'ai couvé longtemps sans forcément m'en rendre compte. Et au bout d'un moment, dans ma carrière de salarié, je suis arrivée à une étape où il fallait que je me prononce sur le fait de prendre un nouveau job ou non. Et j'ai vraiment eu l'impression que mon corps m'a parlé à ce moment-là. J'ai eu une phase où je faisais plein d'insomnie.
il y avait quelque chose qui était pas du tout confortable en fait pour moi dans le fait de m'engager de nouveau dans un nouveau poste. Et c'est à ce moment-là j'ai compris que il fallait que je change quelque chose. Je savais pas quoi encore précisément, mais j'ai juste refusé en fait cette opportunité. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à du coup je fais quoi. Et c'est comme ça que j'ai amorcé finalement cette reconversion et le nouveau chapitre là que je suis en train d'écrire. Alors, ce que j'aime bien dans ta manière d'aborder les choses, c'est justement cette pulsation intéressante entre le fait de se replier sur le plus intime de soi, le corps, c'est la base, hein, c'est le référentiel ultime qui nous dit notre vérité en tout cas, et en lien comme ça, cette connexion à cette sagesse-là, ça te donne un éclairage pour t'interroger sur le collectif. C'est un peu un nouveau paradigme, en fait, je dirais, pour moi, de vraiment prendre appui sur mon corps et de l'écouter pour aussi me guider et avancer dans la vie. Tu vois, je te donnais cet exemple-là du moment où j'ai choisi de bifurquer. Et ça fait écho au sujet de la charge mentale que tu affectionnes beaucoup. C'est que j'étais à une période de ma vie où vraiment je sentais que j'avais un quotidien qui était très dense, très chargé, et en même temps, je le qualifie, après coup, en le regardant, de très pauvre. C'est-à-dire que du matin au soir, je charbonnais, j'étais toujours tournée vers des tâches extérieures, et finalement, j'avais peu de temps pour des choses qui comptaient vraiment pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti pour la première fois à quel point mon corps pouvait me parler et me donner une indication. Donc effectivement, je pense que c'est certainement notre meilleur conseiller et guide, mais c'est parfois contre-intuitif en fait de fonctionner comme ça parce que tous les codes de la société nous invitent plutôt à utiliser notre mental et le mental est roi en fait dans la façon, c'est dans un environnement assez rationnel, assez analytique, etc. Bien sûr que c'est important et c'est précieux. Hein. Je suis moi-même une personne assez analytique, donc je vais pas renier toute cette facette de moi-même. Mais je pense qu'il faut savoir équilibrer entre les deux et c'est ce que j'essaye de faire davantage aujourd'hui. Et cette manière de procéder, elle allie en fait ces deux compétences que tu as. C'est l'écoute. D'abord, c'est t'arrêter. Hein. Tu dis tu charbonnais, mais beaucoup de gens charbonnent jusqu'au moment où ils foncent dans le mur. Et là, tu as eu ce mouvement de conscience qui consiste à t'écouter, t'observer et vraiment te mettre en position de métacognition. Au lieu de subir, d'être dans l'action. C'est une position que j'affectionne beaucoup, en fait, et notamment pour questionner aussi les schémas dans lesquels je suis prise. En fait, on perçoit tous qu'on est aux prises avec les normes, les codes, les schémas de la société auxquels nous appartenons. Et parfois, en fait, ces schémas-là, ils viennent interférer avec nos trajectoires, avec qui nous sommes. Et là, typiquement, j'étais arrivée à un stade où ça me bloquait. J'aime bien l'idée que tu as déjà développée de l'esprit de sacrifice qui sous-tend la charge mentale. Et c'est vrai que en regardant la façon dont je vivais à ce moment-là, une des questions que je pouvais me poser, c'était est-ce que il faut nécessairement fonctionner avec un esprit de sacrifice pour être une bonne mère, une bonne employée, une bonne personne. Et c'est à ce moment-là, on commence à faire un pas de côté et s'interroger sur ces schémas qui nous traversent. Et comme ce sont des schémas collectifs, si tu adoptes une autre position, tu vas déroger à la vision collective. Et si tu es une personne qui prend son pied au travail ou ailleurs, on va se dire, mais bon, c'est pas normal, quoi. Elle ne souffre pas. C'est comme tu dis, des schémas collectifs. On est tous traversés par ces schémas-là. Et donc, ils prennent une teinte différente
selon l'individu que l'on est. La charge mentale, elle va pas dire exactement la même chose dans ta vie, dans la mienne, dans la vie d'une autre femme, etc. Et moi, c'est ça quelque chose que j'aime bien aussi dans mon métier, c'est d'observer déjà quand est-ce que ces schémas apparaissent dans les différentes trajectoires individuelles et comment ils prennent vie chez les uns et chez les autres. Il y a des thèmes qui reviennent très régulièrement dans les problématiques que je rencontre. La place de la femme dans la société, la quête de sens au travail, le culte de la performance. Le rôle de l'argent. L'argent comme l'étalon ultime pour savoir si on a réussi, si on fonctionne bien. Et finalement, chaque individu va chercher des stratégies et des réponses individuelles face à ça. Et c'est là où on peut voir apparaître en fait une espèce de ligne de faille entre c'est une problématique sociétale, je le vis de manière individuelle et donc au final je réduis ça à une problématique individuelle. Et c'est là vrai. Où on peut se retrouver du coup vraiment en difficulté et dans un profond sentiment de solitude, alors que finalement c'est peut-être des questions qui sont largement partagées avec notre entourage au sens large. Pour l'instant, je suis en train de découvrir un livre de Gabor Maté qui n'est pas encore traduit en français, The Myth of Normal. Il explique justement qu'on vit dans une société qui fonctionne complètement à contresens de nos intérêts. C'est une société super maltraitante qui nous met sous stress chronique. Et donc, on aborde, si on parle de la charge mentale, etc., ou beaucoup de problèmes, on aborde beaucoup de choses comme des problématiques de nature psychologique, donc individuelle. Et Gabor Maté démontre bien dans son livre que c'est le sociétal toxique qui a un impact sur le physiologique, ça nous met sous stress, qui a un impact sur le psychologique et la santé, parce que la santé se détériore. Ouais. Et moi, je compléterais, tu vois, même ça, mes réflexions personnelles, en me disant que il y a en plus rien qui est vraiment tout noir ou tout blanc. Tu vois, ce qu'on va qualifier de toxique, ça peut l'être dans un certain moment, dans une certaine circonstance, et la même chose dans d'autres circonstances va être plutôt porteuse en fait, et ou d'un individu à l'autre, etc. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui est très en nuance finalement. Et tu vois, par exemple, la question de culture de la performance, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça peut être quelque chose de très porteur aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous dépasser, d'aller atteindre des objectifs qu'on n'aurait pas eu en d'autres temps, etc. Donc il y a des contextes où c'est hyper intéressant, et puis il y a d'autres fois où ça va nous broyer en fait. Oui. Et ça peut être pour la même personne ou dans un même contexte, deux personnes différentes qui vont réagir différemment, etc. Donc en fait, c'est difficile de qualifier quelque chose de complètement toxique ou complètement porteur, et c'est certainement, ça balance entre les deux, et les antipodes existent dans la même notion en fait. Et en fait, on revient, je trouve, à la dimension narrative que tu évoquais au départ, qui est au cœur de ta vision, de ton approche, parce que effectivement, cette situation unique, en fonction de ce qu'on se raconte à son sujet, elle va mettre la personne en dépression ou bien elle va la dynamiser. Exactement. Et on peut être parfois coincé dans un récit qui va à contre-courant en fait de ce qu'on ressent profondément, qui va nier en fait des éléments précieux pour nous, et on n'arrive pas à s'en dépêtrer, parce qu'en fait c'est vraiment ce poids des courants en fait qu'on a au-dessus de nous qui font ça nous paraît insurmontable en fait de décrire l'histoire différemment, alors que ça peut être beaucoup plus simple que ça en fait, beaucoup plus doux et beaucoup plus positif, parce que là on imagine un truc où il faut lutter, se battre, aller à contre-courant, etc. Et moi c'est pas du tout de cette façon-là que je l'aborde. En fait, je vois ça avec beaucoup de douceur et beaucoup de positivité, on va dire. Oui. Donc là, c'est l'un de tes grands axes de positionnement, le fait de ne pas être dans la lutte, dans une position agonistique, une position d'antagonisme. Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis persuadée qu'on a beaucoup plus d'élan et d'impact et d'envie d'avancer quand on part de l'envie, plutôt que quand on part
de la lutte, de la colère, du contre. Voilà, je milite pour le pour plutôt que le contre, en fait. C'est s'élever pour plutôt que s'élever contre. En termes de relations, réellement, par rapport à ça, en termes de construction, en termes de collectif, on est beaucoup plus dans la gouvernance partagée si on est dans la négociation et dans l'intérêt collectif plutôt que la raison. J'ai raison et je t'impose mon point de vue. Ouais. Et moi, je préfère vraiment, c'est ça, connecter à son envie, à un feu intérieur qui est contagieux, qui donne envie, plutôt que d'être sur une fréquence qui est beaucoup plus normative, contrainte, qui est davantage dans le il faut, je dois, etc. Plutôt que de dire j'ai envie, je veux, je suis motivée pour. La fréquence, elle n'est pas la même. Et ce qu'on dégage, en fait, c'est différent aussi. Je perçois dans ton raisonnement une manière de gérer la tension entre rationnel et relationnel. Je trouve que c'est assez juste. Oui, parce que quand tu es dans les gens qui prétendent raisonner à partir du rationnel, c'est je travaille sur des données objectives, etc. Et je ne m'engage pas du tout émotionnellement, mais on arrive à construire collectivement parce qu'on s'engage émotionnellement. Si je devais refaire un lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'importance du corps, etc. C'était pas, moi je le vois pas tellement pour me mettre pendant 10 heures en méditation ou des choses comme ça. C'est plus se dire, je perçois maintenant quand mon corps propose d'aller dans une certaine direction parce que je sens comme une espèce de flamme intérieure qui s'allume. Alors que quand ça lui convient pas, j'ai comme une sorte de contraction en fait en moi. Voilà. Et finalement, quand c'est cette flamme qui s'allume, c'est en ça que je dis, ça, je touche du doigt mon envie, ma motivation, et à partir de là, j'élabore rationnellement comment y aller, qu'est-ce que je peux faire, etc. C'est en ça que les deux s'emboîtent bien, je trouve. Ce que j'aime bien aussi dans ton univers de réflexion, c'est la question de la responsabilité, du coup. Tout ce qu'on évoque là sur les schémas sociétaux qui nous traversent, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement normal en fait et complètement logique. On est des animaux sociaux, donc c'est normal qu'on appartienne à un groupe qui a des codes pour fonctionner, etc. Et c'est à partir de là que se tissent un peu ces normes, ces codes de société. Bien sûr, individuellement, ça va nous convenir plus ou moins à certaines étapes de notre vie, etc. Enfin bref, je vais pas refaire tout ce qu'on s'est dit avant, mais c'est juste pour dire que c'est complètement normal en fait d'avoir ce genre de code. Après, le tout, c'est de se dire, quand je me sens bloquée à une étape de vie sur une problématique que j'estime personnelle, comment prendre du recul par rapport à ça et identifier éventuellement une problématique plus sociétale. On en a cité quelques-unes tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, moi, c'est ce que j'invite à faire avec les personnes que j'accompagne, c'est déjà de nommer en fait cette problématique avec leurs mots à elles. Tu vois, charge mentale, c'est un terme générique. Peut-être que toi, si je te demandais de lui donner un petit mot à la charge mentale, tu me dirais, je sais pas moi, poids sur les épaules. Peut-être que moi, je te dirais nœud dans le ventre. Peut-être quelqu'un d'autre dirait grosse fatigue. Tu vois. Et en fait, le fait de le nommer avec un qualificatif qui nous est propre, ça nous permet déjà de bien décrire ce qu'on ressent, mais aussi en le nommant, de mettre cette problématique à distance. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans cette position méta, où on va pouvoir l'observer, comprendre comment elle se joue dans notre vie, etc. Et à partir de là, prendre position aussi, de se dire, est-ce que je suis d'accord, moi, en fait, avec ça? Est-ce que ça me va? Tu vois, quand je reparlais tout à l'heure de l'esprit sacrificiel sur la charge mentale, est-ce que je suis OK, moi, de fonctionner avec cet esprit sacrificiel au quotidien? Et en fait, c'est marrant à quel point ce moment où j'accompagne à prendre position, il y a une espèce de rébellion qui s'affirme avec presque tapant du poing sur la table. Mais non, en fait, je suis pas d'accord. Et à partir de ce moment-là, apparaît un moment de souveraineté où je choisis, en fait, qu'est-ce que j'en fais de ça. Et c'est pas tellement de se dire, je vais lutter tout seul contre cette problématique de charge mentale et je vais être le porte-parole de la société contre ça. C'est plutôt de se dire, dans ma vie, quelle marge de manœuvre je peux trouver pour faire un pas de côté, inventer un autre schéma.
revisiter les codes, renégocier certains éléments, etc. Et pour chacun, ça va prendre une tournure différente. Mais à partir du moment où on met à distance, en fait, c'est un peu comme si on ouvrait le petit bouchon de la cocotte minute, là. Oui. On fait redescendre la pression, toute cette charge émotionnelle liée au sujet. Et pour bien réfléchir, il faut pas être trop envahi d'émotions, en fait. Il faut au bout d'un moment laisser passer ces vagues émotionnelles pour après, hop, une fois que c'est redescendu, le mental peut davantage s'actionner pour savoir comment on peut faire différemment. Et en mettant à distance, en fait, on peut prendre sa juste dose de responsabilité par rapport à ça. Oui, effectivement, Sandra, par rapport au poids des injonctions sociétales, hein, on va employer une expression très commune, quoi. C'est vrai que c'est important de prendre conscience du fait que si on n'y réfléchit pas, si on est dans cette dynamique de sacrifice, alors qu'on est aussi dans une position de victime. On s'appréhende comme une victime qui subit les choses. Ouais. Et moi, dans ma manière de traiter la question de la charge mentale, d'abord, tu l'as dit toi-même, ça n'est pas seulement que toutes les femmes ne vivent pas la charge mentale de la même manière, c'est qu'il y a des femmes qui ne se conçoivent pas comme en charge mentale. Ouais. Hein, il y a vraiment la question de la narration intérieure, mais en plus, moi, par rapport, donc, en m'adressant aux femmes qui se plaignent de charge mentale, je leur dis, mais on a quand même, comme toi, je leur dis, on a quand même une marge de responsabilité et des leviers à manœuvrer pour se libérer de la charge mentale. On peut le faire parce que la société, c'est nous. La société, c'est pas une instance extérieure qui nous balance ses consignes, elle nous traverse. Et donc, il nous appartient. Les femmes, on ne s'en rend pas compte parce que, oui, on est façonné pour s'appréhender soi-même comme une victime. Mais si on appréhende les choses différemment, on peut se rendre compte du fait que dans la mesure où, je souhaite autre chose, mais c'est majoritairement uniquement les femmes qui s'occupent des enfants, mais on forme les citoyens de demain. Donc, on pourrait, et c'est ce que je transmets, hein, on peut vraiment shifter sa narration intérieure. Ouais. On peut le faire parce qu'on change d'état du système nerveux. On peut vraiment le faire. Et à ce moment-là, on a une narration toute différente sur son expérience, sa réalité, les autres, nos proches, etc. Et on peut changer sa configuration familiale, changer la vie de famille, remettre de l'amour au sein de la famille. Et mettre en place un nouveau projet sociétal à partir de la famille. Ouais. Mais tout ça, ça part de quelque chose que tu viens de dire et de redire, et qui est une attitude qui m'est vraiment chère. J'ai interviewé des personnes dans le cadre de ce podcast à ce sujet-là. C'est se donner le temps de revenir à la présence, la conscience et la métacognition pour penser son expérience et la remettre en cause le cas échéant. Et je te rejoins dans l'idée et je vais te le retranscrire avec mes mots. C'est un changement de posture où on est un peu le passager de sa vie, en fait. Et quand je dis ça, c'est pas du tout passif comme position, parce que un passager, il va aussi donner la direction où on va, etc. Oui. En revanche, il va pouvoir aussi surveiller la route, etc., donner des indications au conducteur en disant, justement par tous ces signaux que j'exprimais tout à l'heure, qui peut dire oui, là c'est la bonne voie, là non, etc. Et le passager observe en fait ce qui se passe. Donc il donne aussi la direction sur les consignes sur la direction, pardon. Mais après, il observe aussi ce qui se passe, comment on peut faire pour y aller, comment réagit le corps, quels sont les élans qui sont donnés, quelles sont les réactions des gens autour, quels sont les signaux que j'observe sur ma route aussi pour m'encourager ou me décourager sur certains aspects. Et c'est un changement de posture qui est très léger en fait, qui est presque imperceptible, mais qui change beaucoup de choses et facilite la position méta que j'affectionne pas mal. Exact. Pour se mettre justement dans une posture de questionnement sur sa vie. C'est un point aussi que je trouve important. Le fait de cultiver le questionnement dans sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est, tu vois, quand on évoquait ces schémas sociétaux, etc., c'est de s'interroger sur à quel moment ils viennent jouer un rôle dans ma vie et est-ce que je suis OK
ou pas avec ce rôle. Et mes enfants sont une source d'inspiration importante en fait pour moi là-dessus. Et je m'arrête parfois sur des réflexions qu'ils ont pu faire. Mon fils, il avait 7 ans à l'époque, qui une fois me posait la question: pourquoi il faut payer pour manger? On est obligé en fait de manger pour vivre. C'est comme respirer. Mais au final, on peut s'interroger nous-mêmes. Et de la même façon, en fait, il y a plein de choses qu'on peut questionner. Au début, ça paraît pas évident. C'est un peu comme un muscle, ça s'entraîne. On pourrait prendre comme résolution de muscler son œil d'enfant en s'entraînant à regarder la vie comme ça. Si je tente de résumer cet échange foisonnant que nous avons eu, je vais te demander de valider. Ouais. Donc, il y a cette dimension narrative qui est super importante et qui est fondée sur ce va-et-vient, cette dynamique de la réflexion entre l'individuel et le collectif, se rendre compte que on est pris dans les filets de narration collective, qu'on vit en même temps implicitement comme des injonctions, comme des programmes de vie. Et toi, tu proposes de prendre ces aspects-là de l'existence par la manière douce, de les interroger calmement, avec une visée constructive. Tu proposes aussi de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Quelle marge de manœuvre est-ce qu'on a par rapport à ça et prendre des décisions pour son existence et pour le collectif. Et puis, tu préconises aussi de s'interroger et tout ça passe par je prends à un moment la décision d'être présente et de me mettre en position de métacognition pour réfléchir et faire des choix. C'est tout à fait ça. Juste pour enrober ce que tu viens de dire, parce que tu évoquais une façon douce de le traiter, mais en fait doux peut être associé à efficace, parce que c'est ce que j'observe. Parce qu'au final, ce genre de questionnement, c'est toujours pour venir rechercher aussi les moments où, quand on se sent mal par rapport à une situation, c'est venir rechercher ce qui nous fait du bien profondément, ce qui est précieux pour nous, ce qui compte pour nous. Et ça nous met dans un bain de bien-être, de se reconnecter à tout ça, qui est extrêmement porteur. Déjà, ça fait du bien, c'est un premier élément, mais c'est surtout, comme je le disais, c'est la zone à partir de laquelle on donne le meilleur de nous, et donc ça nous rend extrêmement inventif, combatif pour aller de l'avant et chercher ses propres solutions. Dans la joie. Ouais, exactement. Merci Sandra. Merci beaucoup Patricia. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré quant aux possibilités d'exercer sa souveraineté sans s'isoler. Dans cet épisode, on a parlé de charge mentale. Sachez que je vous ai préparé un test pour vous permettre de vérifier à quel point vous êtes en charge mentale et les suites que vous pouvez donner à ce constat. J'ai conçu ce test sur base d'entretiens avec des centaines de femmes. En annexe, vous trouverez aussi le lien vers mon livre ainsi que les liens qui vous permettront de retrouver Sandra sur les réseaux sociaux. Si vous voulez parler de la charge mentale et de sa vraie nature, si vous voulez parler de son impact sur l'éducation, l'écologie, votre santé, l'économie, la spiritualité, contactez-moi et nous verrons ensemble comment nous pouvons faire bouger les lignes. Enfin, pour changer votre vie de fond en comble et remettre du sens et du lien dans votre vie professionnelle et votre vie familiale, contactez-moi. Dans le prochain épisode, nous verrons comment contribuer à un monde meilleur avec Valérie Passeport qui anime une ONG active en Afrique. À très bientôt. D'ici là, osez exprimer qui vous êtes et répandez l'amour pour changer le monde un cœur à la fois.